Bonjour à tout le monde. J'ai le grand plaisir et l'honneur de vous présenter Emmanuel Terray, qui a bien voulu répondre à l'invitation des rencontres de Sophie. Emmanuel Terray est une des grandes figures de l'anthropologie française contemporaine, ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de philosophie, docteur d'État en anthropologie politique. Il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il a enseigné à l'Institut d'études politiques de Paris. Il a été doyen de l'École de lettres à l'Université d'Abidjan et a dirigé de 1984 à 1991 le Centre d'études africaines à l'EHESS. Il est aussi très connu, surtout ces dernières années, pour ses nombreux engagements courageux, militants, en faveur de la cause de ceux qu'on appelle les sans-papiers. Parmi les derniers ouvrages qu'il a publiés, j'en signale seulement 2, Combats avec Méduse, 2011 aux éditions Galilée, et Penser à droite, en 2012, également chez le même éditeur. Avant de lui céder la parole, je voudrais simplement rappeler que la manifestation d'aujourd'hui est un prélude aux rencontres de Sophie, c'est-à-dire une sorte de folle journée de la philosophie à Nantes, qui est déjà traditionnelle depuis une dizaine d'années maintenant. Rencontres de Sophie qui se tiendront le week-end, vendredi 9, samedi 10, dimanche 11 mars, au lieu unique, où vous êtes tous très cordialement invités d'ores et déjà. Le programme va être disponible très bientôt. Il vous sera distribué une petite publicité à la sortie de la salle tout à l'heure. Et je voudrais remercier très chaleureusement les institutions qui ont rendu possible la rencontre d'aujourd'hui, l'association Philosophia, le théâtre universitaire, le TU Nantes, dans les murs duquel nous sommes accueillis aujourd'hui, et bien entendu la vice-présidence et direction de la culture et des initiatives de l'Université de Nantes, Daniel Payet et Laurent Hennebois notamment. Merci à tous. Bonne conférence. Nous nous retrouverons tout à l'heure pour le débat qui suivra. Cette invitation, m'a-t-il été précisé, s'inscrit dans un programme de rencontres philosophiques dont le thème est cette année la folie des hommes. Vaste sujet, assurément, et de toute évidence inépuisable, puisque tous les jours, l'actualité vient l'enrichir de quelques aspects nouveaux. Alors, en référence à ce programme, je voudrais vous proposer aujourd'hui quelques réflexions sur la notion d'hystérie politique, qui, j'espère le montrer, est un instrument utile pour l'exploration de ce domaine obscur et confus qu'est la folie des hommes. À ma connaissance, l'inventeur de cette catégorie est un personnage malheureusement trop peu connu, le sociologue hongrois István Bibó. Né en 1911, mort en 1979, István Bibó a été écarté de toute fonction officielle lorsque les communistes ont pris le pouvoir en Hongrie en 1948. En 1956, il a fait partie du gouvernement éphémère d'Imre Nagy lors de l'Octobre hongrois et dans l'intervalle des 2 interventions soviétiques. Il a ensuite passé de longues années dans les prisons soviétiques et il ne sera libéré qu'en 1963. 4 de ses essais ont été traduits et publiés en français en 1986 sous le titre commun qui n'est pas très heureux d'ailleurs, de misère des petits États d'Europe de l'Est. Et la notion d'hystérie politique est une des principales contributions de ce livre à notre réflexion, et c'est donc l'apport de Bibó qui va me fournir le point de départ des remarques qui vont suivre. Comment se définit l'hystérie politique ? Eh bien, nous dit Bibó, on peut considérer comme hystériques les états durables de peur collective qui s'emparent des masses à la suite de grands traumatismes historiques tels que l'écroulement des prestiges politiques, les révolutions, les occupations étrangères,
les défaites militaires et qui se manifeste dans la crainte constante de conspiration, de révolution, d'agression, de coalition, ainsi que dans la persécution d'adversaires politiques réels ou imaginaires. À l'origine de l'hystérie, donc, de grands traumatismes collectifs. On peut décrire de façon un peu plus précise leurs caractéristiques. Tout d'abord, quand ils se produisent, ils confrontent la communauté au spectre de sa mort, de sa disparition physique, par extermination ou dispersion, ou au moins de sa dissolution sociale en tant que collectivité distincte. En d'autres termes, le traumatisme pose à la communauté une question de vie ou de mort. En second lieu, le traumatisme a quelque chose d'inattendu, d'imprévu. Il constitue une rupture brutale avec les espérances qui avaient pu être conçues dans le passé, avec les attentes collectives et les prévisions reçues. En troisième lieu, il provoque un sentiment d'injustice. La communauté n'avait rien fait qui puisse justifier le malheur qui vient la frapper. Enfin et surtout, la communauté ne comprend pas comment et pourquoi le traumatisme s'est produit. Elle a l'impression d'avoir survécu par miracle, et comme elle ignore les causes du désastre, elle s'avoue incapable d'en prévenir le retour. Et c'est ce qui explique le caractère durable de l'état de peur provoqué par le traumatisme. La communauté s'est vue en danger de mort, ce danger de mort subsiste et la communauté est incapable de le conjurer. À l'origine de l'hystérie politique, il y a donc le double sentiment de la peur et de l'impuissance, auquel vient s'ajouter le ressentiment à l'encontre des auteurs réels ou supposés de la menace. Alors la conjonction de ces trois sentiments, peur, impuissance, ressentiment, est le facteur décisif dans la genèse de l'hystérie. Et il est donc légitime, me semble-t-il, d'étendre les analyses de Bibot à d'autres situations que le traumatisme ponctuel situé précisément dans l'espace et dans le temps. Supposons une communauté confrontée de façon chronique à des problèmes qui lui semblent mettre en cause son existence même et qui est pourtant incapable non seulement de résoudre ces problèmes, mais même de les affronter, eh bien cette communauté sera bientôt confrontée, exposée à l'irruption de l'hystérie, puisqu'elle connaîtra à la fois la peur et le sentiment de l'impuissance. Il n'y aura pas besoin ici d'un événement précis. La naissance de l'hystérie sera un processus diffus, étalé dans le temps, mais à la longue, il produira les mêmes effets que le traumatisme invoqué par Bibot. Alors il faut dire ici un mot des sources qui ont nourri l'inspiration de Bibot et des auteurs qui lui ont servi de guide. Alors j'en citerai deux. Le premier, c'est l'historien italien Guglielmo Ferrero, auquel il se réfère explicitement, né en 1971, mort en 1942. Ferrero a d'abord dû sa renommée à ses travaux d'histoire romaine. Ensuite, opposé au régime fasciste de Mussolini, il quitte l'Italie en 1930 et s'établit à Genève, et il consacre alors son enseignement et sa recherche à la Révolution française, à l'époque napoléonienne et au XIXe siècle européen. Et c'est au cours de cette dernière période de sa réflexion qu'il est amené à souligner le rôle historique de la peur. À l'origine, nous dit-il, la Révolution française s'annonce comme la fille des Lumières et comme une entreprise de paix, de justice et de concorde entre les citoyens. Mais bientôt, sous l'influence de la peur, elle dégénère et s'abîme dans le désordre, la guerre et la terreur. Sous l'influence de la peur, partisans et adversaires de la Révolution éprouvent les uns à l'égard des autres une méfiance grandissante et bientôt une peur insurmontable. Il en va de même de la France révolutionnaire et de l'Europe monarchique. Très vite,
Les protagonistes sont prêts à piétiner toute légalité et toute légitimité pour assurer leur salut, mais ces transgressions renforcent encore les craintes et les terreurs en engageant ce que Ferrero appelle le cycle infernal de la peur. Au terme de celui-ci, l'adversaire est diabolisé, la lutte contre lui est un duel à mort, et dans cette perspective, selon le dicton reçu, qui n'est pas avec moi et contre moi, il n'y a pas de neutralité possible, les tièdes et les modérés deviennent suspects de trahison, la terreur se déchaîne, qui tue beaucoup plus d'adversaires supposés que d'ennemis réels. Ferrero n'emploie pas le terme d'hystérie, mais la réalité qu'il décrit correspond bien aux analyses de Bibot. Quant au terme même d'hystérie, il provient toute évidence de la psychiatrie et plus précisément des travaux de Freud. On sait comment Freud parle de la phobie, qu'il regarde comme le symptôme majeur de l'hystérie d'angoisse. Je cite Freud. « Ce dont on a peur, c'est manifestement de sa propre libido. La différence avec l'angoisse réelle réside en 2 points, à savoir que le danger est interne au lieu d'être externe et qu'il n'est pas reconnu consciemment. Dans les phobies, on peut très nettement reconnaître comment ce danger interne est transposé en danger externe, comment donc une angoisse névrotique est métamorphosée en une angoisse apparemment réelle. Admettons que l'agoraphobe ait régulièrement peur des pulsions de tentation qui sont éveillées en lui par les rencontres qu'il fait dans la rue. Dans sa phobie, il entreprend un déplacement et il est maintenant angoissé devant une situation extérieure. Le bénéfice qu'il en retire est manifestement qu'il estime pouvoir ainsi mieux se protéger. Face à un danger extérieur, on peut toujours se sauver par la fuite. La tentative de fuite devant un danger intérieur est évidemment une entreprise beaucoup plus ardue. Bref, devant l'angoisse engendrée par ses propres pulsions, l'individu est sans défense, mais lorsqu'il les projette à l'extérieur de lui-même et les transpose dans la réalité, fût-elle imaginaire, alors il sait trouver une parade et tenir à distance l'entité anxiogène. Bien que Bibot ne cite pas Freud, c'est à n'en pas douter cette description qui inspire ses analyses et sa terminologie. Alors cependant, Bibot est conscient des questions de méthode que soulève l'utilisation d'une notion empruntée à la psychologie de l'individu pour rendre compte d'un comportement collectif. Si on veut faire de l'hystérie politique l'instrument d'une analyse scientifique et non pas simplement une métaphore, eh bien, plusieurs précautions doivent être prises. En premier lieu, il faut se garder de poser la communauté comme une personne dotée d'intelligence et de volonté, munie d'affect et de passion, et qui serait donc susceptible de vivre exactement les mêmes troubles que la personnalité individuelle. Faire de la société un super-sujet, c'est une démarche de caractère métaphysique qui n'a pas sa place dans les sciences sociales. Le social forme un ordre sui generis, qui est irréductible à l'ordre des individus. De la même façon qu'en géométrie, une ligne ne se compose pas de points, une surface n'est pas une addition de lignes, et un volume n'est pas un entassement de surface. Alors pour la même raison, l'hystérie collective n'est pas la somme des hystéries individuelles. Il serait tout à fait vain d'attribuer l'hystérie collective à l'influence de tel ou tel groupe au psychisme perturbé. C'est la communauté comme telle qui est attaquée, et comme le dit Bibot, elle est attaquée tout entière, dans l'ensemble de ses membres, qu'ils soient par ailleurs individuellement sains ou déséquilibrés. Il faut y insister, de très nombreux individus qui, sur le plan personnel, se montrent parfaitement raisonnables, se font les agents actifs de la propagation de l'hystérie. Bien mieux, comme le dit encore Bibot, l'hystérie collective
secrète une espèce d'individus aveugles, bornés et obstinés qui seront les premiers à croire aux illusions stupides qui caractérisent l'hystérie et à les répandre. Elle engendrera un groupe de profiteurs de l'hystérie qui, surnageant à la surface des vagues soulevées par le courant hystérique, en vivront fort bien. Elle sécrétera aussi ses bourreaux et ses gangsters, mais vouloir les isoler pour les éloigner de la communauté par la déportation ou par l'extermination ne contribuerait en rien à la solution du problème. En effet, de tels individus, qui sont les propagateurs les plus actifs de l'hystérie, sont non pas la cause de l'hystérie, mais le produit de l'hystérie. Non pas le virus qui provoque la maladie, mais le symptôme qui la révèle. À les éliminer sans s'en prendre aux déterminants du mal, on ne fera qu'accélérer l'avènement de successeurs, peut-être pire encore. Il y a donc une spécificité de l'hystérie collective qui interdit de la réduire à l'hystérie individuelle. En la circonstance, entre l'individuel et le collectif, Bibot veut éviter aussi bien l'identification pure et simple que la dissociation absolue, et sa conclusion, que je vais citer, peut passer pour un modèle de prudence épistémologique. Il nous dit « Les concepts psychologiques que nous avons utilisés jusqu'à maintenant étaient applicables aussi bien à l'individu qu'à la communauté. Mais pour éviter de tomber dans une sorte de mysticisme communautaire, il est important de connaître jusqu'où va ce parallélisme. Ces limites sont simples à fixer. L'âme, la conscience, la peur, l'action sont le propre de l'individu. La conscience, la peur, la réaction, le caractère de la communauté ne sont que la somme des données individuelles, étant entendu que celles-ci peuvent soit se juxtaposer simplement, soit constituer une unité supérieure. Les processus communautaires ainsi observés montrent quelquefois d'étonnantes analogies avec les processus psychologiques individuels. L'homme qui, effarouché, recule devant la tâche à entreprendre, mais qui fanfaronne et devient agressif pour détourner l'attention de sa propre peur, est le modèle de certains comportements communautaires. Mais ça ne signifie pas que la communauté a une arme comme l'individu et que les deux types de comportements, celui des communautés et celui des individus, obéissent aux mêmes règles. Le processus communautaire additionne et structure les réactions individuelles, ce qui implique un plus grand nombre de combinaisons possibles et aussi un rôle plus important de la conscience, de l'intention, des conventions et des objectifs communautaires. Alors comprenons-nous bien, c'est donc dans la mise en œuvre de l'hystérie collective que la conscience et l'intention jouent un plus grand rôle, mais non pas dans sa production. L'hystérie est une maladie et non pas une manœuvre. Mais sur la toile de fond de cette maladie, la conscience, l'intention, l'intelligence stratégique peuvent se donner libre cours. De même, nous savons très bien qu'il y a une logique du délire et qu'il y a une rationalité du paranoïaque. Dans tous ces cas, ce sont les axiomes du raisonnement qui sont pervertis, peu importe les virtuosités démonstratives qui se développent sur cette base, des axiomes atteints de folie ne produiront que des résultats fous. Alors, ces précautions prises, comment décrire les effets de l'hystérie politique ? Eh bien, on peut les répartir sous 3 rubriques. Première rubrique, le cataclysme ou la discordance qui sont à l'origine de l'hystérie provoquent un effet de fixation. Ils orientent désormais toute la réflexion politique, tous les aspects de la réalité sont rapportés à cette hystérie comme à un centre ou à un foyer unique. Ils colorent tous les vécus, même les plus éloignés en apparence. La réflexion politique de la communauté prend ainsi un caractère obsessionnel, les discours répètent les mêmes motifs, la pensée s'appauvrit et devient automatisme ou réflexe. Deuxième rubrique, l'hystérie se traduit par un effet d'aveuglement. L'hystérie se veut prise de conscience d'une menace, donc tout ce qui souligne, confirme ou exagère la menace est mis en évidence et d'ordinaire surestimé,
Tout ce qui relativise la menace est au contraire minimisé ou bien souvent occulté. Et on aboutit ainsi à des tableaux en noir et blanc, d'où disparaissent toutes les zones d'ambiguïté ou de complexité. De plus, on voit se multiplier les trous noirs et les taches aveugles, de sorte que la communauté n'a plus de la réalité qu'une vision déformée et mutilée. Et alors c'est sur la base de cette vision déformée et mutilée que la communauté s'efforce de résoudre ses problèmes. Mais refusant de les affronter tels qu'ils sont, alors elle se réfugie dans une pseudo-solution, dans une solution illusoire. Elle s'invente une formule ou un compromis qui cherche à concilier l'inconciliable en évitant soigneusement de prendre en compte les forces qui, dans la réalité, s'opposent à la solution envisagée et qu'il faudrait combattre pour y parvenir. Dans ces situations, la communauté agit comme si elle était unie alors qu'elle ne l'est pas, comme si elle était indépendante alors qu'elle ne l'est pas, comme si elle était démocratique alors qu'elle ne l'est pas, comme si elle vivait une révolution alors qu'en réalité, elle croupit dans l'inaction. Une communauté engluée dans cette fausse situation entretient avec la réalité un rapport de plus en plus faux. Pour résoudre ses problèmes, elle ne part pas de ce qui existe et de ce qui est possible, mais de ce qu'elle imagine ou de ce qu'elle voudrait devenir. Petit à petit, elle devient incapable de découvrir la cause de ses malheurs et de ses échecs dans l'enchaînement normal des causes et des effets, et elle cherche des explications qui, tout en se révélant erronées devant l'instance de la raison et devant les faits, lui permettent de prolonger la fausse situation dans laquelle elle vit. On peut préciser sur plusieurs points cette analyse de Bibot que je viens de rapporter. D'abord, l'expérience de l'anthropologue permet d'enrichir ces analyses. Les croyances et les pratiques magiques adoptées par nombre de sociétés dites primitives relèvent du même registre. Ces sociétés se sont senties à un moment donné désarmées face à une nature qu'elles ne comprenaient pas et qu'elles ne maîtrisaient pas, et elles l'ont alors peuplée, cette nature, de puissances invisibles, divinité, génie, esprit des morts, etc., qu'elles ont investi du pouvoir de contrôler les forces naturelles. Du coup, elles se sont donné le moyen, non seulement de comprendre, entre guillemets, les événements, mais aussi d'agir sur eux en se conciliant la faveur de ces puissances invisibles, ou au moins en évitant de les irriter à coups d'incantations et d'offrandes. Les croyances et pratiques de sorcellerie sont encore plus proches de ces hystéries collectives que nous évoquons. Dans bien des sociétés, les structures sociales sont en tant que telles génératrices de conflits. Conflits entre les hommes et les femmes sur le partage du travail et sur le contrôle des enfants, conflits entre frères ou bien entre frères et fils autour des héritages, compétition à l'intérieur des lignages et des clans pour la suprématie et le pouvoir, etc. Pour supprimer ces conflits, il faudrait transformer les structures sociales. Mais bien des sociétés s'y refusent et préfèrent mettre en cause la méchanceté des individus accusés de menées diaboliques. En s'en prenant à ces individus, la société se donne les moyens de vivre avec ses contradictions et elle évite de s'engager dans un processus de mutation toujours aléatoire et toujours périlleux. Alors ce deuxième exemple de la sorcellerie est particulièrement éclairant en ce qui concerne la forme des explications fausses que privilégient les hystéries collectives. Dans ces explications fausses, les théories du complot, l'action des ennemis intérieurs et extérieurs, visibles et invisibles, les menées des gens qui vous veulent du mal, occupent une place tout à fait prédominante et conduisent parfois à de véritables délires de persécution. C'est que l'identification des ennemis appelle des réponses simples, il suffira de les éliminer pour que tout rentre dans l'ordre. De même, on peut être plus précis sur les fausses solutions mises en avant. Soit une communauté confrontée à une situation ou à un problème difficile
qui mettent profondément en cause, sinon son existence, au moins sa manière d'être et la représentation qu'elle veut se donner d'elle-même. Si elle ne se trouve pas en son propre sein l'énergie, la volonté et les moyens nécessaires pour transformer cette situation ou pour résoudre ce problème, si en conséquence elle se sent à la fois menacée et impuissante, elle peut être tentée par une sorte de conduite de fuite de la situation réelle qui la met à l'épreuve. Elle va se fabriquer une image déformée et fantasmatique. Et au problème réel dont elle ne vient pas à bout, elle va substituer un problème fictif, imaginaire, construit de telle sorte qu'il puisse être traité avec les seules ressources du discours et par le seul maniement des symboles. Comme il est toujours possible de discourir et qu'il est toujours possible de jouer sur les symboles, la communauté peut ainsi se donner à bon compte le sentiment qu'elle a vaincu la difficulté et recommencer ensuite à vivre comme avant. Bien entendu, il faut que le problème de remplacement entretienne un rapport manifeste avec ceux qui le remplacent, de telle sorte qu'en parlant de lui, on aura l'impression de parler d'eux, sans pour autant les prendre explicitement pour objet. Bref, l'effet de la conduite hystérique n'est pas de dissiper le danger qui presse, ni de résoudre le problème posé, bien au contraire, elle représente vis-à-vis d'eux une sorte d'aveu d'impuissance, mais elle permet à la collectivité de gagner du temps, de déguiser le danger ou le problème, de les mettre en quelque sorte à distance et ainsi de vivre avec eux, aussi longtemps du moins qu'ils demeurent chroniques et ne connaissent pas d'aggravation brutale. Alors, quelques autres aspects doivent être relevés. Tout d'abord, la vision de l'hystérique et de l'hystérique collectif forme un système clos et par là même irréfutable. Cette vision est fermée et homogène, elle explique tout, elle justifie tout, et ses affirmations sont en parfaite harmonie avec ses prescriptions. On sait par exemple que l'échec d'un magicien s'explique toujours par l'intervention imprévue d'un autre magicien plus puissant, et de sorte que l'échec d'un magicien ne peut jamais être invoqué contre le principe de la magie, puisque c'est toujours l'intervention d'un autre magicien qui justifie l'échec. De même, un sorcier, nous dit-on, est toujours capable d'effacer les traces de son action. Alors l'absence de ces traces ne prouve en rien, par conséquent, la non-intervention du sorcier. Ainsi, le dispositif explicatif ne peut être troublé par aucune ingérence ou irruption extérieure, et il tourne indéfiniment sur lui-même, ajoutant les ruses aux ruses et les complots aux complots. De la même façon, dans la vie des communautés, de telles situations fausses et de telles visions faussées du monde engendrent peu à peu une sélection à l'envers qui favorise les tenants des faux compromis, les conciliateurs de l'inconciliable et les faux réalistes dont le réalisme dissimule la ruse, la violence ou l'obstination. Cette sélection à l'envers favorise également ceux qui font écho à l'hystérie et ceux qui flattent les pulsions auxquelles elle donne naissance dans la communauté. Au contraire, les esprits clairvoyants qui dénoncent l'hystérie connaissent très rapidement le sort de Cassandre. Ils sont regardés, selon les cas, les uns comme des utopistes ou les autres comme des traîtres. En troisième lieu, l'hystérie politique s'accompagne en règle générale de la surestimation de soi. La communauté hystérique se croit victime de l'hostilité générale, tous lui en veulent, tous cherchent à la baisser et à l'humilier, mais cette coalition universelle, pense-t-on, est en fait portée par l'envie. Si tous s'en prennent à la communauté, c'est parce qu'ils jalousent ses talents et ses vertus. Et si tous l'attaquent, c'est qu'elle est la meilleure. Le chauvinisme est une composante naturelle de l'hystérie politique. Enfin, la mentalité de forteresse assiégée et la sensibilité d'écorché vif conduisent la communauté hystérique à surréagir par rapport aux sollicitations externes. Celles-ci entraînent des réponses disproportionnées, accompagnées d'une dramatisation constante. C'est que, vis-à-vis d'elle-même comme vis-à-vis des autres,
la communauté hystérique est en permanence dans la démonstration et dans le spectacle. Elle dépense toute son imagination et toute son énergie dans la conception et dans la réalisation de coups d'éclat, de coups de théâtre qui font converger tous les regards sur elle et qui flattent sa vanité. De ce fait, les communautés hystériques, on peut le préciser, trouvent en général dans la presse à sensation, la presse tabloïde ou la presse de caniveau, peu importe le terme, trouvent dans cette presse des alliés fort bien disposés à son égard. C'est que les méthodes sont les mêmes, recherche du choc, recherche de l'outrance, simplification à l'extrême, prédilection pour les conjurations et les complots, etc., etc. Enfin, comment est-ce que tout cela se termine ? Eh bien, dans la confrontation qui l'oppose à la réalité, la communauté hystérique, à la longue, sort inévitablement vaincue. Sa vision du monde est faussée, ses réactions sont inadéquates. Autrement dit, dans le débat qui l'attache à la réalité, elle ressemble à un lutteur qui se bat avec un bandeau sur les yeux et une main attachée derrière le dos. Dans ces conditions, le principe de réalité finit toujours à la longue par l'emporter. Et la seule incertitude porte sur les modalités de cette défaite. Très sommairement, deux cas peuvent être distingués. Parfois, l'hystérie politique, après avoir atteint son apogée, entre dans une période de recul et de déclin. Son incapacité à résoudre effectivement les problèmes devient de plus en plus évidente et provoque une sorte de désintoxication progressive. Finalement, la communauté se réveille et retrouve le terrain du réel, un peu honteuse de s'être laissée entraîner par l'hystérie. Parfois aussi, la fin est moins paisible. Née d'un traumatisme ou d'un désastre, l'hystérie politique conduit la communauté à un nouveau traumatisme et à un nouveau désastre. Sous l'empire de l'hystérie, la communauté se lance dans l'aventure, par exemple dans des conflits hasardeux avec ses adversaires, et elle a le dessous. Alors l'hystérie s'effondre comme un château de cartes ou crève comme une baudruche, abandonnant ses victimes à leur désillusion et à leur désespoir. L'histoire récente nous offre des illustrations de ces deux cas. Je voudrais à présent illustrer les propos généraux qui précèdent à l'aide de quelques exemples historiques. Alors István Bibo tire ses exemples à lui de l'histoire de l'Allemagne et de l'Europe centrale au XIXe et au XXe siècle. Mais j'emprunterai les miens à l'histoire de deux nations démocratiques, afin de montrer que la démocratie elle-même n'est pas un obstacle insurmontable à l'essor de l'hystérie politique. Alors le premier exemple que je voudrais évoquer, c'est la crise du macartisme aux États-Unis entre 1948 et 1954. On se souvient des origines de la crise. En 1945, les États-Unis sont de toute évidence la première puissance mondiale. Ils viennent de triompher successivement de l'Allemagne et du Japon. Leur économie est florissante, alors que l'Europe et le Japon sont en ruine. Enfin, en 1945, ils détiennent le monopole de l'arme nucléaire. 3 ans plus tard, la situation a radicalement changé. L'URSS de Staline contrôle la moitié de l'Europe et elle procède aux essais de sa première bombe atomique. Enfin et surtout, au cours de l'année 1948, la Chine tombe aux mains des communistes. Autrement dit, l'horizon dégagé de 1945 est devenu un horizon chargé de nuages en 1948. Alors la menace soviétique, qui est le véritable problème, les États-Unis vont savoir l'endiguer par une politique étrangère dont il faut reconnaître l'habileté, combinant, au bénéfice de leurs alliés, l'assistance économique et le soutien militaire, en d'autres termes, le plan Marshall et le pacte atlantique. Mais durant la même période, une véritable chasse aux sorcières se développe à l'intérieur des États-Unis. Le terme est employé par les historiens américains eux-mêmes, et elle porte le nom d'un de ses principaux acteurs, le sénateur du Wisconsin, Joseph McCarthy, et elle présente une série d'aspects paradoxaux. Premier aspect,
elle se donne pour cible principale le Parti communiste américain et ses sympathisants. Or, le Parti communiste américain est extrêmement faible. Il compte 43 000 adhérents en 1951 et son journal ne compte que 28 000 lecteurs. Et l'appareil massif tourné contre lui ressemble de très près à un marteau-pilon pour écraser une mouche. D'autre part, mis à part le cas, d'ailleurs toujours controversé, des époux Rosenberg, aucune des personnes poursuivies n'a jamais été convaincue d'espionnage au profit de l'URSS. C'est la simple appartenance au Parti communiste ou la simple proximité avec lui qui sont condamnés, alors même que le Parti communiste américain n'a jamais été interdit tout au long de cette période. En troisième lieu, appartenance et proximité avec le Parti communiste américain ont été poursuivis quelle qu'en soit la date. En particulier, la période 1941-1945 n'a pas fait exception, alors même que pendant cette période, les États-Unis et l'URSS étaient très officiellement alliés contre le nazisme. Les accusés se sont le plus souvent défendus en invoquant soit le premier amendement de la Constitution américaine, qui protège la liberté de pensée et la liberté de parole, soit le 5e amendement de la même Constitution, qui stipule que nul ne peut être contraint de témoigner contre lui-même. Et de fait, et dans toute l'histoire des États-Unis, ces deux amendements ont été largement protecteurs de la liberté individuelle et de la sûreté des personnes. Mais dans le cas de la crise macartiste, non seulement ces protections ont été inopérantes, mais elles se sont d'ordinaire retournées contre ceux qui les invoquaient, puisque chaque fois qu'un accusé invoquait soit le premier, soit le 5e amendement, il était immédiatement condamné pour contempt, c'est-à-dire pour mépris du tribunal. De même, les autorités ont, à cette époque-là, très largement utilisé la culpabilité par association et même la culpabilité par parenté, parce qu'il suffisait pour être condamné d'avoir été l'associé, l'ami, le parent d'un communiste déjà identifié, déjà reconnu. De même, il suffisait d'appartenir à une association culturelle, sportive, charitable, peu importe, liée de quelque manière que ce soit à une organisation communiste, encore une fois, repérée. Dans chaque procès, il appartenait à l'accusé de prouver son innocence, la charge de la preuve lui incombait. Enfin, la délation était pratiquement obligatoire. Un accusé n'était pleinement innocenté, ou en tout cas dégagé de poursuite, que s'il livrait à l'accusation les noms de quelques communistes pas encore repérés, et ainsi la persécution pouvait s'élargir et se reproduire de son propre mouvement, puisque chaque arrestation en entraînait normalement une série d'autres, mis à part le cas pas très très nombreux de gens qui refusaient de dénoncer qui que ce soit et qui étaient alors beaucoup plus lourdement condamnés. Enfin, il est intéressant de voir comment la persécution a pris fin, comment la crise macartiste a pris fin. En fait, elle est morte de ses propres excès. Le cercle des personnes menacées s'est immensément agrandi et peu à peu, tous les dissidents, tous les non-conformistes, tous les esprits critiques et même tous les libéraux au sens américain du terme ont pu se sentir menacés. La brutalité et la vulgarité de McCarthy et de ses lieutenants ont éloigné d'eux même certains de leurs partisans, et enfin McCarthy a commis l'imprudence suprême de s'en prendre à l'armée américaine qui venait de se battre héroïquement en Corée et qui apparaissait comme le vrai rempart face à la menace soviétique. Alors à ce moment-là, tenu en échec par les avocats de l'armée, il a bientôt été censuré par le Sénat et sa carrière et la persécution se sont arrêtés en même temps, mais des centaines, sinon des milliers de personnes en ont subi les conséquences, les uns par quelques années de prison, les autres en tout cas dans leur carrière, puisqu'ils ont été licenciés, chassés des postes qu'ils occupaient. Crise hystérique donc, dans la mesure où le véritable problème, c'était la menace soviétique, la persécution contre le Parti communiste américain ne faisait
n'atteignait en rien cette menace soviétique qui a été repoussée par d'autres moyens, et c'était donc une façon pour la communauté de se dire qu'elle aussi participait dans son ensemble à la lutte contre le communisme. Alors je voudrais faire état d'une dernière crise hystérique, certes de beaucoup moindre ampleur et de portée beaucoup moins dramatique, mais qui s'est déroulée celle-ci dans notre pays il y a bientôt 10 ans. Je veux parler du célèbre débat sur le voile ou le foulard islamique. Qu'il s'agisse d'une crise hystérique, à mon avis, il n'est pas très difficile de le montrer. Au printemps 2003, il est apparu tout à coup dans la presse, dans l'opinion, que la République était menacée dans ses fondements mêmes par le fait que quelques dizaines de jeunes filles se présentaient au collège ou au lycée coiffées d'un voile ou d'un foulard. Et un formidable débat s'est engagé aussitôt dans les médias, dans l'opinion, dans le monde politique, mais bien au-delà. Une commission d'enquête a été constituée sous la présidence de M. Stasi, qui a entendu des dizaines de témoins. S'est ouverte ensuite une discussion parlementaire, suivie d'une intervention solennelle du président de la République, et enfin une loi a été votée, d'ailleurs à une très très forte majorité. Il faut bien dire qu'à l'étranger, tous ceux qui se sont rendus à l'étranger à cette période, ça a été mon cas, ont pu constater que les observateurs étrangers étaient absolument stupéfaits de constater qu'un point de départ aussi minime ait été à l'origine d'une controverse et d'un mouvement d'une pareille ampleur. Alors à coup sûr, cette disproportion appelle une explication, et c'est ici que, à mon avis, le recours à la notion d'hystérie politique peut s'avérer profitable. Déjà, l'étendue de la discussion, la passion qui a animé cette discussion, ainsi que la quasi-unanimité qui s'en est dégagée, par-delà les clivages habituels, pour prôner l'adoption d'une loi, sont autant d'indices qui suggèrent une interprétation pathologique. Alors je voudrais essayer, pour terminer, de débaucher les grandes lignes de cette interprétation. Quel est tout d'abord le problème initial, le problème réel, veux-je dire, celui qui est à l'origine de l'hystérie? Pour ma part, j'en aperçois deux. Le premier, c'est ce qu'il est convenu d'appeler la panne de l'intégration. Aujourd'hui, dans notre pays, une grande partie des personnes issues de l'immigration, qu'elles soient françaises ou étrangères, sont de facto des citoyens de seconde zone, concentrant sur eux discrimination et exclusion, chômage, exclusion sociale, etc., etc. Et le second problème tient au ralentissement ou à la stagnation du processus d'égalisation entre les hommes et les femmes. Après ces succès des années 1970, depuis cette époque-là, la cause des femmes n'a plus guère progressé dans la réalité, les écarts de salaire se maintiennent, les femmes demeurent exclues des degrés les plus élevés de la hiérarchie politique, administrative, économique et sociale, les violences qui sont faites aux femmes ne diminuent pas. Or, les deux problèmes, bien que distincts, se rejoignent d'une certaine manière sur un point, puisque c'est assurément dans les cités et dans les quartiers sensibles que la condition des femmes est la plus dégradée. Alors les deux problèmes présentent deux caractères communs. En face d'eux, tout d'abord, la collectivité nationale est comme frappée de paralysie. C'était parce que, en la matière, les lois cadres, les plans, les projets, etc., bref, l'arsenal classique des parlements, des gouvernements et des administrations, tout cet arsenal est très insuffisant, pour ne pas dire complètement inefficace. Dans les deux cas, en réalité, ce dont il s'agit, c'est de changer en profondeur les mentalités et les comportements, et il faut heurter de front un énorme conglomérat de préjugés, d'habitudes et aussi d'intérêts. Or, une culture politique vieille de plusieurs siècles amène les Français à surestimer le rôle de l'État et le rôle de la loi dans la conduite des affaires publiques. Et ils sont donc désarmés en face de problèmes dont la solution appelle à l'évidence
d'autres modalités de l'action collective, la pédagogie, la persuasion, l'exemple, etc., etc. Au surplus, parce qu'elle bousculerait les modes de vie et les usages, les égoïsmes et les privilèges, eh bien, les transformations requises seraient nécessairement, au moins en un premier temps, impopulaires. Comme elles ne produiraient leurs effets qu'à moyen et à long terme, eh bien, on ne voit pas qui pourrait en prendre l'initiative dans un pays où les élections interviennent tous les 5 ans. Au surplus, la persistance et l'ampleur de ces deux problèmes, panne de l'intégration, paralysie de la cause des femmes, mettent à rude épreuve notre amour-propre national, parce que nous aimons à nous représenter comme le pays des droits de l'homme et comme le pays de l'égalité, comme une terre d'accueil et d'hospitalité, et il faut bien dire que ce portrait complaisant est cruellement démenti par la réalité. Alors l'hystérie politique, et je dis, surgit à 2 conditions. Il faut que d'un côté, la communauté éprouve un sentiment d'impuissance devant une situation qu'elle ne maîtrise pas, et il faut que de l'autre, elle se sente menacée, sinon menacée dans son existence, en tout cas blessée en quelque sorte dans son narcissisme et atteinte dans l'image qu'elle veut se donner d'elle-même. Eh bien, à l'évidence, les 2 conditions étaient remplies au moment où a éclaté l'affaire du voile. Confrontée à des difficultés qu'elle ne parvient pas à surmonter, la communauté hystérique leur substitue un problème fictif qu'elle est à même de traiter avec les seules ressources du discours et du symbole. Et à mon sens, la question du voile a joué très précisément ce rôle de problème de rechange. En effet, elle a un rapport avec le problème de l'intégration, puisque le voile est porté par des jeunes filles musulmanes qui appartiennent dans leur quasi-totalité des familles issues de l'immigration, et elle a également un rapport avec le problème de l'égalité entre les hommes et les femmes, puisque le voile a été dénoncé comme le symbole même de l'oppression des femmes, et en proposant son interdiction, on se donnait l'image de combattre aussi bien pour l'intégration que pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors évidemment, le point de départ pouvait paraître infime. Quelques dizaines de cas et des cas litigieux pouvant conduire à des exclusions se comptant sur les doigts d'une seule main. Qu'à cela ne tienne, on va gonfler aussitôt ce problème, d'une part en suggérant, et ça a été dit de façon tout à fait explicite dans les débats de la commission Stasi, que l'administration de l'éducation nationale sous-estimait l'importance du problème et que, en réalité, ce n'était pas quelques dizaines de cas, mais quelques milliers au moins qui apparaissaient. Et surtout, deuxième argumentation, en affirmant que derrière ces jeunes filles voilées, eh bien, toute une armée secrète d'intégristes fanatiques se tenait prête à l'assaut et on pouvait soutenir ainsi contre toute apparence que non seulement l'école, mais tous nos services publics étaient menacés de subversion et de ruine. Alors une fois que ceci a été établi, notamment par les travaux de la commission Stasi, eh bien, on a pu déployer le savant contrepoint des grands principes et de leur application. Pourquoi contrepoint ? Parce que d'un côté, on a proclamé que tous les grands principes fondamentaux de la République, liberté, égalité, laïcité, exigeait impérativement l'interdiction du voile, mais quand on est passé à l'application, eh bien, on a évidemment limité l'application effective de cette interdiction du voile au seul cas de l'éducation nationale. Les écoles privées sous contrat ont été dispensées de l'appliquer. De même, l'Alsace-Moselle concordataire a été dispensée de l'appliquer. Et par ailleurs, seul le voile a été concerné. Les autres signes d'appartenance communautaire, par exemple les interdits alimentaires, ont été évidemment épargnés. Autrement dit, entre les principes absolus dont on se revendique, que l'on revendique, et l'application restreinte dont on se contente, eh bien, il y a hiatus qui s'explique aisément. La communauté hystérique éprouve un besoin compulsif de se réciter ses principes et ses valeurs pour se rassurer, pour se démontrer à elle-même qu'elle leur est toujours fidèle. Donc, elle réaffirme par là l'image qu'elle veut se donner d'elle-même, mais sitôt le discours prononcé, elle est satisfaite et ne demande plus grand-chose, et il ne s'agirait pas qu'une application rigoureuse de ces principes la ramène à cette confrontation avec la réalité qu'elle veut par-dessus tout éviter.
et la mise en œuvre effective des principes sera donc sacrifiée de bon cœur et strictement limitée. Alors je conclus. Comme l'histoire le démontre, à mon avis, surabondamment, aucune communauté, aucun peuple, aucune nation n'est immunisée contre l'hystérie politique. Elle peut frapper les sociétés les plus démocratiques et les plus éclairées. Par ailleurs, elle est susceptible de terribles dérives. Les deux cas que j'ai évoqués sont restés relativement bénins. Ceux que rapporte Bibot concernant l'Allemagne et l'Europe centrale ont connu des issues beaucoup plus tragiques. Face à de tels périls, un seul remède, plus facile en vérité à énoncer qu'à administrer. L'hystérie politique, ai-je dit, prend naissance dans un sentiment conjoint d'impuissance, de peur et de ressentiment. Et telle est la source qu'il faut tarir. D'un point de vue positif, par conséquent, il faut retrouver les ressorts de l'amitié et de la confiance. Confiance en nous-mêmes, qui ne sommes pas voués à un déclin inéluctable et qui ne vivons pas dans une forteresse assiégée. Confiance dans les autres, qui sont pour nous non pas des menaces, mais des semblables et souvent des alliés. Confiance dans l'avenir, qui est certes porteur de danger, mais aussi et surtout porteur d'espérance. Alors retrouver l'amitié et la confiance, c'est évidemment pas un programme de gouvernement. Ça ne peut pas faire l'objet d'un projet de loi, ça ne peut pas être soumis à référendum et ça ne peut tenir qu'une place très réduite dans les débats électoraux. Mais c'est parce que c'est une exigence qui s'adresse à chacun d'entre nous et qui nous appartient à chacun d'entre nous de mettre en œuvre tout de suite dans notre vie de tous les jours. Alors Stendhal dit cela beaucoup mieux que je ne saurais le faire. « Amis lecteurs, adieu », s'exclame-t-il, à la fin de la préface de Lucien Leven, songez à ne pas passer votre vie à haïr et à avoir peur. Je vous remercie.